Bon, alors bonjour à tous, je vous propose qu'on commence. Euh, donc déjà, merci de nous rejoindre pour ce dernier webinaire de l'année, ce dernier webinaire iMind de l'année. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question de l'illettrisme et de la dyslexie. Alors déjà, en préambule, un petit rappel sur les termes. L'illettrisme désigne la situation d'une personne qui a appris à lire et à écrire, mais qui ne le pratique plus et qui n'est plus capable de pratiquer. Et cette condition reste un défi majeur pour notre société puisqu'elle concerne 7% de la population adulte qui a été scolarisée en France. Et puis la dyslexie qui, elle, est un trouble du neurodéveloppement qui concerne environ 7% de la population française. Voilà, les chiffres varient un petit peu en fonction des statistiques. Et donc, bien qu'il semble qu'il y ait certains points communs entre ces deux conditions, il est important d'avoir une réflexion sur chacune de ces conditions pour essayer pour bien les différencier. Par exemple, c'est vrai que parmi les adultes illettrés aujourd'hui, il serait intéressant de savoir combien sont en fait dyslexiques qui n'ont pas été diagnostiqués. Et est-ce que la prise en charge ne devrait pas être adaptée? Enfin voilà, c'est un petit peu les questions qu'on va aborder aujourd'hui dans le webinaire. Alors, pour nous éclairer sur la question, on a fait appel à deux experts que vous connaissez peut-être. Donc, Nicole Philibert, qui est présidente de l'association Atout10 et qui milite pour la reconnaissance des troubles 10 dans notre société. Et puis, Eddy Cavalli, qui est enseignant-chercheur et responsable de l'équipe Cognition des apprentissages et du langage du laboratoire EMC de l'Université Lyon 2. Donc, avant de leur laisser la parole, quelques mots rapides sur le déroulement du webinaire. On va commencer donc par un temps de présentation de 30 minutes qui suivra ensuite auquel suivra un temps d'échange d'environ 30 minutes aussi. Et je vous demanderai simplement de garder vos micros bien coupés pendant les interventions de Eddy et de Nicole. Ensuite, pour le temps de questions, vous pouvez soit laisser vos questions dans le chat, soit prendre la parole si vous avez envie de poser vos questions directement, comme vous voulez. Pour finir, donc, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre image soit diffusée, on vous demandera donc de couper votre caméra. Et vous pourrez retrouver ce webinaire d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à nos deux invités et puis on se retrouve dans 30 minutes. Merci Jennifer. Je vais commencer, puis je poserai des questions à Eddy après. Moi, je suis très contente que iMind ait fait ce webinaire parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi? Parce que j'ai une petite fille qui à l'âge de 6 ans en CP, sa maîtresse lui a dit, si tu ne sais pas lire, tu finiras clochard. Bon, ma fille a été diagnostiquée 3 ans après dyslexique. Maintenant, elle est adulte, elle sait lire, mais elle est toujours dyslexique. Et cette idée de dyslexie et de pas savoir lire, ça m'a toujours resté dans un coin du cerveau. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je suis ravie que ce soit, enfin, aujourd'hui, on puisse voir les choses sous un angle différent. Alors, pour commencer, j'ai fait quelques petites recherches à propos de l'illettrisme. C'est vrai que Jennifer vous a dit à peu près 7% de la population. Il faut savoir qu'en 1977, c'est ce mot a été inventé par le fondateur d'ATD Carmonde. Et avant, ce mot n'existait pas. Et 7 ans après, c'est-à-dire en 1984, il y a eu la création d'un groupe interministériel chargé de mettre en œuvre une politique de lutte contre l'illettrisme. C'est le groupe permanent de lutte contre l'illettrisme, donc 7 ans après, en 1984. Puis en 2000, il y a eu la création de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui est un groupement d'intérêt public pour fédérer et optimiser les moyens d'État, des collectivités territoriales, des entreprises et de la société civile en matière de lutte contre l'illettrisme. Donc vous voyez, ça fait un temps qui est relativement court. Maintenant, si on parle de dyslexie, la dyslexie, c'est aussi environ 7% de la population. Et dès la création de l'instruction
publique dans les pays d'Europe, quels que soient les pays, on s'est aperçu d'un constat, c'est qu'il y a des enfants qui paraissaient intelligents, qui n'arrivaient pas à apprendre à lire. Et le terme de dyslexie a été inventé, lui, en 1887 par Rudolf Berlin en Allemagne. Alors, il y a un temps très long qui se passe, parce que c'est au début des années 1990 que les familles se sont regroupées sous forme d'associations, associations de familles 10. Et en 1998, il y a eu une fédération nationale qui après vient devenir la Fédération nationale des 10, qui est maintenant l'interlocuteur privilégié des ministères et qui fait évoluer les textes de loi, qui s'est créée. En 2000, il y a eu un rapport de Jean-Charles Ragard qui a été fait à la demande du gouvernement à propos de l'enfant dysphasique et de l'enfant dyslexique. Mais il y avait deux mots qui étaient caractéristiques. C'était enfant. Donc, on ne s'est pas du tout inquiété des adultes. Après, il y a eu la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances. Et là, les troubles 10 ont pu rentrer dans le cadre légal par le biais des troubles cognitifs qui étaient reconnus dans cette loi. En 2018, il y a eu la Haute Autorité de Santé qui a considéré que les troubles 10 constituent une priorité de santé publique. Et en 2023, enfin, il y a la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, autisme, 10, TDAH, TDI, avec une approche spécifique par trouble qui se met en place. Donc, entre 1887 et 2023, ça fait 136 ans. Donc, vous voyez, il y a une différence de mise en route des politiques publiques qui est énorme entre l'illettrisme et la dyslexie. Et pourtant, c'est deux troubles dans l'autre. Enfin, on ne peut pas parler de troubles pour l'illettrisme, mais ces deux éléments qui sont différents, mais qui ont peut-être des poids d'accroche, coûtent excessivement cher à la société, puisque j'ai trouvé un chiffre qui date de 2016. Le gouvernement français évalue à 230 000 euros les coûts associés au décrochage d'un jeune cumulés tout au long de la vie. Pour l'État, c'est près de 30 milliards d'euros de dettes contractées chaque année. Puis un autre chiffre, en 2019, la journée défense et citoyenneté a mis en évidence que 20% des jeunes ont des profils de lecteurs peu élevés, dont 5,3% avec des difficultés sévères. Donc, je suis vraiment contente de ce webinaire parce que je pense que s'il va permettre de voir des choses sous un angle un petit peu différent, grâce vraiment à l'approche scientifique. Donc, je vais poser la première question à Eddy qui va y répondre. À partir des dernières découvertes sur le cerveau, peut-on dire que la lecture soit quelque chose d'inné chez l'homme? Et comment fait-on pour lire? Ok. Bonjour à tout le monde et merci Nicole pour cette introduction. Merci aussi pour cette opportunité de discuter avec vous sur cette question qui m'a également poussé à faire pas mal de recherches pour essayer de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se cachait derrière ces notions d'illettrisme. La dyslexie, je connais un petit peu mieux. Je vais d'abord répondre rapidement à Nicole, la question de Nicole, même si je ne suis pas sûr qu'on puisse faire une réponse rapide. Et ensuite, je vais présenter le, le- le- les idées dans l'ordre, une certaine réflexion qui permet de mieux définir, de mieux comprendre et de mieux positionner de manière conceptuelle ces notions d'illettrisme et de dyslexie et les liens qu'ils peuvent ou pas entretenir. Donc, bon, les recherches sur le langage datent depuis un petit moment maintenant, et à la question qui est est-ce que le cerveau serait ce qu'on pourrait appeler prédéterminé en fait? Est-ce qu'il a des bases biologiques pour traiter le langage? La réponse est oui. La réponse est oui pour le langage oral. Pourquoi? Parce que le langage oral a à peu près, on date les premières traces d'apparition du langage oral à peu près 3 millions d'années, alors que le langage écrit, lui, date d'environ 6000 ans. Donc 6000 ans, bien entendu, c'est une période temporelle qui ne permet pas, en l'occurrence pour ce type de compétences, de s'inscrire
génétiquement et de voir des prédispositions à traiter le langage écrit. Alors, bien entendu, il y a des liens entre génétique et comportement et lecture, bien entendu, mais il n'y a pas de base génétique au langage écrit. Ce constat est fait notamment avec des études qui montrent que qu'est-ce que le langage écrit? Ben, le langage écrit, lorsqu'on apprend à lire, on utilise en premier lieu les compétences, les compétences cognitives, les réseaux cérébraux déjà préexistants pour le langage oral, en partie. Euh, il y aurait certaines petites régions qui vont se développer, se spécialiser pour être spécifiques à la lecture, mais de manière générale, on reste sur un réseau qui est lié avec le langage oral. Et de toute façon, il y a un lien très très fort entre le langage oral et le langage écrit, notamment par le simple fait que l'écrit est une manière de coder la parole à l'oral. Et pour cela, on utilise dans certains systèmes, notamment le nôtre, on utilise l'alphabet. Et donc, on doit faire correspondre une lettre avec un son ou un groupe de lettres avec un son pour être capable d'écrire, donc de lire et d'écrire. Maintenant, pour revenir un petit peu sur les questions de ces deux terminologies, c'est important en fait de commencer à les définir. Donc, on a déjà apporté des définitions, mais une définition précise de ce qu'est l'illettrisme, c'est défini comme la difficulté ou l'incapacité à comprendre des textes complexes en dépit d'un apprentissage qui, somme toute, est adapté, d'une langue qui est parlée régulièrement à la maison, d'un environnement donc socio-économique qui permet, qui est favorable à l'émergence de cette compétence, et d'un quotient intellectuel, même si, voilà, tel qu'estimé avec les outils que les neuropsychologues disposent, les batteries de QI, qui se situent dans la moyenne de la population de l'âge de référence. Il y a, pour définir le taux d'illettrisme, donc la prévalence, on a évoqué le chiffre de 7% en France. Ça va également en Suède, par exemple, à 8%. Au Portugal, c'est le pays qui présente le plus fort taux d'illettrisme avec plus de 40%. Il faut faire un rapport entre une population d'âge par rapport à la population totale, et on a ce pourcentage-là. Il y a d'énormes différences entre les pays, notamment en Europe, aux États-Unis ou autres. Et on voit que finalement, lorsqu'il y a des évolutions de cette prévalence, cette proportion d'illettrisme, c'est également lié avec l'émergence de l'éducation, du système éducatif. Un exemple est celui de l'Afrique du Sud, avec en 2009, on avait 16 à 20% de personnes qui présentaient un illettrisme, considéré comme illettré, et en 2019, après un certain changement de politique éducative, on est aux environs de 10 à 12%. Donc il y a vraiment un impact important du système d'éducation. Ensuite, une des plus grosses questions qui concernent ces classifications, c'est la notion de l'évaluation. Comment est-ce que je dépiste, comment je diagnostique, comment j'identifie ces individus-là. En fait, en France, je donne un exemple assez simple, en France, pour évaluer le niveau de littératie, donc maîtrise du langage écrit, de la population générale, il y a des évaluations qui sont faites lors de la journée d'appel de préparation à la défense, lors de laquelle, donc qui est obligatoire pour tous, et lors de laquelle il y a des évaluations qui sont faites. Donc on s'attendrait en fait à avoir une évaluation un petit peu comme les enquêtes PISA, avec un texte qui permet un texte que l'individu doit lire, et on pose des questions de compréhension, de précision sur le texte. Il s'avère que si on cherche un petit peu, et je me suis renseigné avec des personnes qui avaient la connaissance de ces documents-là, on peut voir qu'à certains moments, certains textes ont été proposés, et notamment des textes comme le texte de Madame de Bovary, le texte de Flaubert, dans lesquels il y a des mots qui sont utilisés, qui sont très contextuels, et dont la définition n'est pas forcément connue du plus grand monde. Donc, face à ce constat-là, on peut également dire que des erreurs
peuvent être identifiés dans le niveau d'estimation, le niveau de compétence en lecture, par les outils qui sont utilisés, qui ne sont pas forcément adaptés. Donc là, c'est un premier frein qu'il faut identifier. Ensuite, lorsqu'on s'intéresse à la notion de similitude, de différence entre ces deux conditions-là, la recherche, et je me fais un petit peu porte-parole de la recherche, utilise une méthode qui s'appelle des méta-analyses, c'est-à-dire que on screen un grand pool d'études qui ont été conduites sur le domaine, avec des critères d'inclusion et d'exclusion qui sont très stricts, et on compare sur un certain nombre d'études les différences et les similitudes qu'il y a entre les populations dyslexiques, par exemple, et les populations d'adultes illettrés. Ça nous permet d'identifier certaines causes, on va y revenir un petit peu après, d'identifier des profils cognitifs et des profils neurocognitifs avec des études en neurosciences, et également, un dernier point sur lequel on reviendra également, qui est comment réagit un individu lorsque je fais une intervention et ou une rééducation pour entraîner ou améliorer, qui vise à améliorer la lecture. Est-ce que les réponses des dyslexiques et des illettrés sont les mêmes ou pas? Donc voilà un peu les grands axes de discussion sur ces questions qui vont nous permettre de déterminer s'il y a des similitudes et ou des différences entre ces deux populations. Nicole, ton micro. Faut que je remette mon micro. Finalement, il dit, est-ce que tu peux nous dire si les circuits du cerveau qui sont utilisés dans la lecture sont les mêmes chez les personnes illettrées et chez les personnes dyslexiques? Est-ce qu'il y a vraiment une différence dans ces circuits du cerveau pour lire? Alors, la question est peut-être un petit peu trop large. Ce qu'il faut identifier et comprendre, c'est voir l'évolution de la mise en place de ces réseaux de la lecture au cours de l'apprentissage de la lecture. Donc, les deux types d'individus, que ce soit des futurs, qu'on va appeler des futurs illettrés ou des futurs dyslexiques, bénéficient normalement des mêmes conditions d'apprentissage de la lecture. Sinon, c'est un critère d'exclusion. Donc, à la base, le cerveau est donc présente des réseaux pour traiter le langage oral. Lorsqu'on apprend à lire, il y a une spécialisation via la vision et le traitement perceptif des lettres et de l'orthographe, une spécialisation d'une région qui va être capable de coder l'orthographe. Et ces activations du codage de l'orthographe vont permettre d'activer de manière un petit peu diffuse les associations avec la phonologie et jusqu'à aller jusqu'à l'intégration sémantique, l'accès sémantique des mots, puis des phrases syntaxiques, etc., etc. Ce que les recherches ont montré, c'est que dans la dyslexie, on le sait très bien, il y a des sous-activations, des profils atypiques d'activation de ces réseaux, et notamment les réseaux qui sont impliqués dans la correspondance des sons et du langage oral et des graphèmes, des lettres du langage écrit. Ces réseaux particuliers persistent en fait tout au long de l'apprentissage de la lecture. Chez un adulte qui deviendra illettré, il a bénéficié d'un apprentissage normalement de la lecture, il va donc développer ses réseaux. Mais comme en fonction des causes et en fonction de son environnement, en fonction de son profil cognitif, en fonction de ses difficultés ou de ses habitudes de lecture, il va plus ou moins développer ces réseaux-là. Là où c'est intéressant, par exemple, c'est de voir que il n'y a pas vraiment de différence sur le cerveau des personnes illettrées et des individus non normolecteurs au niveau des voies qu'on va appeler dorsales de la lecture, donc des réseaux qui vont être capables de faire l'appariement entre lettres et sons. Alors qu'on voit ces différences-là chez l'enfant et l'adulte dyslexique. Là où c'est intéressant aussi, c'est d'étudier ce qu'on appelle un petit peu la connectivité. On est dans une époque dans laquelle la neuroimagerie a fait énormément de progrès et on sait très bien qu'une région n'est pas associée à une fonction, mais qu'un comportement, en l'occurrence la lecture, résulte d'un ensemble de connectivité de plusieurs régions du cerveau qui communiquent ensemble pour être capable de gérer le comportement. Là, ce qu'on voit et qui est assez intéressant, c'est que
chez les personnes illettrées, il y a ce qu'on appelle une diminution de la connectivité des aires qui sont visuelles placées à l'arrière du cerveau, avec les aires qui sont plus frontales devant le cerveau et qui sont impliquées dans des processus cognitifs de plus haut niveau, ou de sémantique, ou de planification de la phrase, de compréhension, etc. Et lorsque l'on apprend de manière intensive à une personne qui est illettrée, on essaie de renforcer, lorsqu'il est adulte, via des programmes adaptés, l'apprentissage de la lecture, qu'est-ce qu'on voit? On voit la même chose on voit un phénomène qui est assez intéressant, qui est le même que celui qu'on voit lorsqu'un enfant apprend à lire ou apprend n'importe quel type d'apprentissage. C'est quoi? C'est-à-dire que l'individu, l'adulte illettré, tout comme l'enfant, va suractiver, va activer davantage tout ce qui est les régions frontales du cerveau, afin d'avoir un contrôle sur ses capacités d'apprentissage. Et plus il va s'entraîner, et plus en fait ces activations vont aller sur des côtés, sur une activation qui est plus postérieure, qui est la signature du début et de l'efficacité de l'automatisation d'un apprentissage. Donc, c'est-à-dire qu'un individu qui présente un illettrisme, avec un apprentissage vraiment adapté, va fonctionner comme un enfant qui est en train d'apprendre à lire. Donc, il y a une efficacité de cette intervention qui peut être modulée en fonction de l'âge, en fonction du niveau socio-économique, de la langue, ou également des habitudes de lecture et de la motivation de l'individu. Alors que chez le dyslexique, et je terminerai sur ça, chez le dyslexique, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsqu'un individu est dyslexique, il a un réseau particulier de lecture, et lorsqu'on va le soumettre à un entraînement intensif particulier en termes de rééducation, pour le faire progresser en lecture, il va développer un système qu'on va appeler de compensation, dans lequel il va améliorer son réseau de la lecture, mais il va également recruter d'autres régions cérébrales qui, à la base, n'étaient pas impliquées dans la compétence en lecture, mais qui vont être recrutées en aide, en quelque sorte, pour aider l'individu dyslexique à compenser. Donc, si je résume rapidement, le dyslexique va compenser en recrutant d'autres régions qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas faites pour la lecture, alors que l'illettré, lui, va compenser en quelque sorte en développant un système de réseau de la lecture qui va s'automatiser, comme chez l'enfant en apprentissage de la lecture. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a des signes chez un adulte qui est illettré? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent faire penser qu'il est dyslexique et que l'illettrisme serait en lien plus ou moins effectif avec la dyslexie? Et l'autre question qui en découle, est-ce que les réponses aux interventions qu'on fait sont les mêmes quand on est dyslexique et illettré ou quand on est simplement illettré? Alors, c'est la question la plus épineuse de la discussion, parce qu'en fait, il s'agit de répondre, est-ce que les illettrés peuvent être dyslexiques, ou est-ce que les dyslexiques peuvent être illettrés? La recherche n'est pas encore claire là-dessus, et pour qu'elle soit claire, en fait, on aurait besoin de pouvoir comparer différents groupes de participants, et notamment comparer des adultes illettrés avec des individus qui présentent le même niveau de lecture. Il faut imaginer qu'un adulte illettré peut avoir 30 ans et avoir un niveau de lecture d'un enfant de 12 ans. Il faudrait alors comparer les performances de cet adulte illettré avec un enfant qui a un niveau de 12 ans. Et on se rend bien compte que lorsqu'on fait ce type de comparaison, il y a plein de variables qui peuvent interagir et compromettre un petit peu l'interprétation. Là, par contre, où c'est intéressant, c'est d'étudier les erreurs que peuvent faire les deux profils de lecteurs. On sait très bien que les dyslexiques vont faire des erreurs d'ordre phonologique, donc d'association graphème-phonème, ou des erreurs qui peuvent être liées à des traitements visuo-attentionnels qui sont perturbés, ou à des traitements perceptifs sur le traitement des lettres qui peuvent être perturbés. Et on connaît plus ou moins bien ce profil-là. Chez le lecteur qui est illettré, il y a certaines études, et une étude qui est très intéressante, qui a montré qu'il comparait des populations d'illettrés avec des populations de personnes qui avaient en quelque sorte des aphasies, donc avec des lésions cérébrales. Et
parmi les erreurs que peuvent faire les adultes illettrés, on a en premier lieu des erreurs d'utilisation accrue de l'orthographe, c'est-à-dire que ils vont en quelque sorte ils vont orthographier les mots de manière phonologique, comme on les entend à l'oral, ce qu'un dyslexique ne ferait pas puisqu'il a des difficultés dans le traitement phonologique. Un autre type d'erreur que les adultes illettrés peuvent faire, c'est ce qu'on appelle des parallaxies sémantiques, c'est-à-dire que lorsqu'ils voient le mot écrit, par exemple, euh, euh, papa, il va dire père. Ou lorsqu'il voit le mot écrit voiturier, il va dire voiture. C'est-à-dire qu'il va lire un mot euh, euh, qui n'est pas le mot qui est écrit, mais qui appartient à un champ sémantique qui est très proche. Ça veut dire que lorsqu'il est en train de lire, il est encore dans la récupération des codes orthographiques et qui vont en quelque sorte amorcer, activer un lexique sémantique de mots que l'individu maîtrise. Et en général, c'est des mots dont la complexité sémantique ou le niveau de vocabulaire est relativement faible par rapport à un adulte de même âge que cet individu-là. Donc, les erreurs peuvent être de nature différente et peuvent nous aider, peuvent être des indices dans la conduite du dépistage et ou diagnostic de l'un ou de l'autre des deux profils. Après, pour répondre à ta deuxième question, plus ou moins, en effet, le fait de présenter dès l'enfance un trouble du neurodéveloppement de type dyslexie ou de dyspraxie ou autre peut être un facteur de risque pour présenter un profil de type illettré. Un enfant qui a des problèmes à l'école et qui n'est pas diagnostiqué correctement, en plus d'avoir des performances faibles et dans une situation d'échec, va également avoir une estime de soi qui est faible, va avoir une démotivation et va être plus enclin à arrêter les études, à adopter même des comportements à risque et à se retrouver dans une situation qui ne lui permet pas de s'insérer socialement et professionnellement comme il aurait pu le faire s'il avait été diagnostiqué correctement. Alors, tu veux dire par là qu'il y a une véritable fragilité quand on est dyslexique, avec un risque qu'il ne faut pas négliger si le diagnostic n'a pas été fait, si l'accompagnement n'a pas été fait, de devenir un adulte illettré. Et que c'est vraiment un enjeu, comme la Haute Autorité de Santé le dit, d'avoir un dépistage et un accompagnement précoce pour éviter l'illettrisme. Mais Alors, par contre, sur tous les adultes qui sont illettrés, euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand on s'aperçoit qu'en plus, ils sont dyslexiques? je suis d'accord avec ce que tu rapportes. Néanmoins, je mettrai un petit bémol sur si je suis dyslexique, même si je n'ai pas été diagnostiqué et que je n'ai pas été pris en charge correctement, est-ce que je vais pour autant devenir illettré? Ça, je ne sais pas. Je vais potentiellement avoir un profil de type illettré. Néanmoins, je ne pourrais pas, si je fais une rééducation ou si j'essaie de m'améliorer, je ne vais pas répondre de la même façon que si j'étais illettré. Je reste dyslexique avant tout. Il faut être capable de dissocier ce qui est des symptômes d'une pathologie, en l'occurrence les difficultés de lecture de la dyslexie, des causes d'une pathologie, en l'occurrence les causes de l'illettrisme, qui sont plus socio-environnementales, socio-économiques et liées à l'éducation que dans la dyslexie, où les causes sont, maintenant on le sait bien qu'elles sont multifactorielles, elles sont davantage, on peut dire, physiologiques, biologiques que liées à l'éducation, même si l'éducation et le niveau socio-économique sont des modérateurs de la gravité des symptômes. Euh, donc, c'est deux choses un petit peu différentes. Après, en termes d'intervention, en France, j'ai cherché un petit peu, il y a des programmes d'aide dans les milieux professionnels. Par exemple, Pôle emploi propose des formations. D'autres types de structures proposent différents types de formations. Mais je n'ai pas réussi à trouver véritablement une prise en charge qui soit standardisée, validée par la recherche et qui montre des résultats efficaces, si ce n'est un réapprentissage de la lecture qui peut poser des difficultés parce que les individus adultes ont des contextes familiaux, une problématique sociétale et professionnelle qui ne leur permettent pas forcément de prendre tout ce temps-là. J'ai cherché un petit peu au Canada, il y a des grandes campagnes de lutte contre l'illettrisme
lié au fait également qu'il y a un haut taux d'illettrisme au Canada, qui est notamment dû à la diversité des populations. Et on peut trouver sur Internet, en regardant un petit peu, des formations. Aux États-Unis, il y a une vraie lutte contre l'illettrisme, parce que, comme tu l'as dit au tout début, ça a des conséquences sur le milieu socio-économique qui sont extrêmement fortes en termes de coûts de santé et que ça coûte à la société. Alors, pour finir, enfin, je posais cette question parce que quand on est dyslexique, on peut s'appuyer sur la loi de 2005, du 11 février 2005, et demander une reconnaissance de situation de handicap, en fonction, Oui, bien entendu, des conséquences du trouble sur la vie de la personne. oui. Mais quand on est illettré, on ne rentre pas dans ce champ de la loi, puisque c'est pas un trouble. Donc, il est vraiment important pour des adultes illettrés, dyslexiques en quelque sorte, d'avoir un accompagnement par le biais de cette loi du 11 février 2005. Et c'est là où la question peut peut-être se poser, est-ce que les adultes illettrés dyslexiques, en plus, sont suffisamment repérés et accompagnés pour pouvoir bénéficier de cette loi qui va faire qu'ils peuvent avoir un accompagnement au travail qui soit beaucoup plus spécifique, par exemple. Alors là, tu pointes une question qui, en fait, l'illettrisme, on peut l'identifier qu'à partir d'un certain âge, en fait. Et c'est une condition qui est, en fait, en décalage avec ce qui est attendu compte tenu de l'âge et du niveau de l'individu. Donc, en fait, à l'enfance et l'adolescence, on peut pas parler d'illettrisme. On en parlera un petit peu plus tard dans le milieu, notamment professionnel. Donc, il faut être capable, je ne pense pas qu'on ait la réponse à cette question, mais il faudrait, pour y répondre, être capable d'identifier les personnes en situation de difficulté de lecture et d'inadaptation aux professionnels et de leur proposer par la suite une sorte d'entraînement pour pouvoir récupérer, parce que la recherche montre que les interventions sont fonctionnelles, bien plus longues qu'un apprentissage classique, parce que lorsqu'on est adulte, on présente une diminution de l'apprentissage de l'efficacité d'un apprentissage lié à la plasticité cérébrale et tout autre facteur. Il faudrait être capable de proposer ça. Donc, pourquoi pas, une idée serait de développer un programme scientifique de recherche qui tendrait à valider un protocole d'entraînement à la lecture pour adultes en situation d'illettrisme, qui soit, par exemple, informatisé, qui puisse être donné lors de formation ou en autonomie à la maison ou en lien avec, par exemple, des orthophonistes ou encore mieux, des neuropsychologues, si le métier permettait de faire des interventions qui soient, par exemple, remboursées. Le neuropsychologue peut agir, en fait, sur les liens entre l'apprentissage de la lecture et l'ensemble des fonctions cognitives sous-jacentes qui permettent l'apprentissage de la lecture. Je terminerai sur un point, c'est une étude très sérieuse dans une grosse revue qui montre que les personnes qui présentent un illettrisme ont plus tendance, en termes de fréquence, je ne parle pas de cause, bien entendu, mais simplement de tendance, de prévalence, donc ont plus tendance à présenter, lorsqu'elles vieillissent, ce qu'on peut appeler des formes de démence. Pourquoi? Non pas parce que être illettré accentue la démence, mais parce qu'en fait, être dans une situation d'illettrisme, c'est également être dans un environnement intellectuel et cognitif relativement plus faible, avec moins d'efforts sémantiques, moins d'échanges dans le discours ou dans le calcul ou dans toutes ces formes de cognition un peu de haut niveau. Et le système cérébral et cognitif, neurocognitif, peut être plus enclin à être sensible à des formes de démence parce qu'il y aura moins de compensation, de résilience, de charges cognitives qui seront impliquées. Donc oui, c'est un enjeu de santé publique actuellement. Alors, dans le nouveau plan des troubles du neurodéveloppement, il y a une approche spécifique par trouble avec un accompagnement pour le diagnostic tardif des adultes, hein, parce qu'on sait qu'il y a encore beaucoup d'adultes qui sont dyslexiques, qui s'aperçoivent de leurs troubles 10 en s'interrogeant par rapport au parcours scolaire de leur enfant, en se disant, mais moi, je me reconnais dans ce parcours scolaire, qui se pose des questions. Donc, il y a cette approche spécifique par trouble pour l'accompagnement et puis un soutien aussi pour l'accès à l'emploi. Donc nous, on a beaucoup d'espoir sur cette nouvelle stratégie
TND qui se décline par trouble, en espérant que vraiment tous les adultes qui n'ont pas été diagnostiqués, parce que la loi de 2005, elle est quand même récente, l'éducation nationale, ça fait quand même peu de temps qui se penche vraiment sur le sujet, depuis le rapport Ragar de 2000. Oui. Donc, il y a énormément d'adultes dyslexiques qui s'ignorent. Donc, c'est pour ça qu'on se dit que dans les adultes illettrés, il y a aussi des adultes dyslexiques qui s'ignorent. Oui, c'est un très beau projet, une belle perspective, mais qui ne peut s'affranchir d'une validation scientifique, d'un protocole structuré qui montre des effets robustes et positifs de réponse à la rééducation ou à l'intervention. Et pour ça, il faut des recherches qui développent et qui valident ce type de matériel-là. Mais je pense que ça va venir avec l'évolution des politiques éducatives et des axes de recherche dans ce domaine-là. Peut-être Jennifer maintenant. Oui, voilà. Écoutez, je vous remercie pour ces échanges passionnants. Et on a quelques questions dans le chat que dont je vais me faire le relais. Première question de Pascal Lafont qui demande quel type de formation propose Pôle emploi? Je crois que ça, c'est une question pour Eddy. Alors, j'ai cherché un petit peu, je ne suis pas allé dans l'obscurité de ce que propose Pôle emploi. Je, c'est pas vraiment clair, c'est des formations, c'est des aides. Après, ça peut être, je pense que ça doit simplement être des cours d'apprentissage enfin, des cours de langage oral et langage écrit en plus pour des personnes à besoins spécifiques, comme on peut l'imaginer avec des enfants qui présentent, qui sont dans des classes à besoins particuliers. Mais je n'ai pas connaissance, j'ai pas eu vraiment le temps de tout chercher, de tout connaître. Il doit y avoir des recherches, mais je n'ai pas connaissance d'un programme spécifique pour cette population-là. En France, aux États-Unis, ce type de programme existe et montre des effets positifs. En France, par exemple, on n'a pas encore ce type de programme. Il faut regarder au Canada. Au Canada, donc c'est une population majoritairement francophone. Il y a énormément de programmes. Donc, il faut aller sur le site, je l'ai noté, mais je ne retrouverai pas tout de suite là, du Canada qui montre plusieurs types de programmes. Alors, si je peux compléter, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes avec le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes a fait une expérimentation dans l'axe 4 du PIC précédemment, dans laquelle on était partie prenante pour les jeunes adultes qui étaient dyslexiques et qui avaient vraiment des problèmes dans l'insertion professionnelle, d'accès à l'emploi. Alors, pas forcément parce qu'ils étaient illettrés, mais parce qu'ils étaient dys et que leurs symptômes provoquait vraiment un décalage quelquefois de lecteurs peu élevés et de besoin d'accompagnement. Alors ça a été une expérimentation. Vous pouvez peut-être interroger Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes ou le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes pour en savoir plus sur ce sujet. OK. Parfait, merci. Alors, question suivante d'Enzo. Est-ce que certaines langues seraient plus problématiques que d'autres pour les personnes dyslexiques et pareil, donc pour les personnes illettrées, est-ce qu'il y aurait est-ce que la langue aurait une incidence? Alors oui, effectivement, là, il n'y a aucun doute, on le sait très bien. Les langues se distinguent de par ce qu'on appelle l'opacité du système, en tout cas orthographique, dans des langues orthographiques. L'anglais, par exemple, est une langue qui est très, très opaque. Il y a une forte différence entre le nombre de sons que l'on peut produire avec les lettres et les groupes de lettres que l'on peut avoir, alors que l'italien ou l'espagnol sont des langues qu'on va appeler très transparentes, pour lesquelles il suffit d'apprendre un petit peu par cœur une lettre, un groupe de lettres égale à un son. Le français se situe un petit peu au milieu en fonction qu'on soit à l'oral ou à l'écrit. Et donc, plus la langue est opaque et plus les dyslexiques vont être en difficulté. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont du mal à apparier les sons avec les groupes de lettres, pour faire un petit peu simple. Euh, les illettrés vont potentiellement présenter le même profil, mais avec un vocabulaire qui va être plus faible, avec des erreurs qui vont être vont écrire les mots, orthographier les mots comme ils les entendent phonologiquement parlant. Donc, il va y avoir plus ce type d'erreurs-là. Et donc, on va pouvoir identifier des particularités pour chacun
des individus. Mais le domaine phonologique reste le domaine de compétence dans lequel on voit finalement le plus de similitudes entre les deux populations, dyslexique et illettrisme, qui conduisent et qui ont conduit et qui conduisent encore certains chercheurs à parler de similitudes et potentiellement de causes. Alors, il y a longtemps de causes communes, maintenant de similitudes dans le profil phonologique. Alors, si je peux ajouter quelque chose, le turc a une particularité, c'est que c'est une langue qui a été créée artificiellement et qui est totalement transparente. Donc, elle s'écrit comme elle se prononce. Vous entendez le son O, vous écrivez le son O, il n'y a aucune différence. Donc, peut-être que ça peut faciliter la vie des personnes illettrées, mais le problème aussi, c'est le problème des personnes étrangères qui arrivent en France, dont la langue est plus transparente que la nôtre et qui n'ont peut-être pas été diagnostiquées dyslexiques à cause de cette transparence de la langue, parce qu'il n'y avait pas trop de répercussions du trouble dans leur vie, et qu'elles arrivaient à en se sortir, et qui, confrontées à notre langue française, qui est quand même opaque, euh, eh bien, n'arrivent pas. Et ça pose un véritable problème, enfin, je me tourne vers Eddy, là, ça pose un véritable problème au niveau du diagnostic. Oui, complètement. En fait, c'est très intéressant. On n'a pas eu le temps d'en parler parce que ça prend un peu trop de temps, mais la similitude, l'analogie que l'on peut faire, une analogie qu'on peut faire, c'est lorsqu'on apprend une seconde langue. Je vais apprendre l'allemand, pour lequel je n'ai aucune connaissance actuellement. Je vais l'apprendre au bout de 2, 3 mois. Je vais avoir quelques connaissances. Si je me retrouve dans une situation professionnelle, dans un milieu professionnel en Allemagne, à utiliser cette langue, je vais être considéré un petit peu comme un individu qui est illettré. Je vais potentiellement présenter le même système, le même signe de difficulté. Sauf que ayant appris, maîtrisant ma langue maternelle, qui est le français, j'ai quand même un réseau cognitif et un réseau neurocognitif qui est d'un très bon niveau, qui est ce qu'on appelle un niveau expert. Donc, je vais pouvoir utiliser cet ensemble de compétences pour compenser et pour m'adapter et apprendre cette langue plus rapidement. Un point qui est important chez les personnes qui illettrées, c'est les difficultés, le faible niveau de langage oral, de maîtrise de vocabulaire et de compréhension de l'oral, et pas que l'écrit. Donc, de manière générale, ces individus utilisent un vocabulaire de complexité sémantique et de complexité syntaxique et voire morphosyntaxique de beaucoup plus bas niveau que des individus qui ne sont pas illettrés et même que des individus dyslexiques qui, eux, vont compenser sur ces aspects-là. Donc, en fait, oui, c'est vrai que les études sur l'apprentissage d'une seconde langue sont très importantes. Les illettrés sont encore plus en difficulté d'apprendre une seconde langue, tout comme les dyslexiques, mais le profil cognitif permettant cet apprentissage n'est quand même pas le même. Alors, se pose la question de la dysphasie et de l'illettrisme, parce que les dysphasiques ont naturellement des problèmes de langage oral. Alors effectivement, on parle, donc on dit plus trop, on le dit, en termes de classification, c'est les troubles du langage oral, mais qu'on appelait avant dysphasie. Effectivement, là, le diagnostic différentiel d'un enfant dysphasique avec un enfant qui a un retard et qui deviendra potentiellement illettré est très compliqué. Mais on peut s'appuyer aussi sur l'environnement, le niveau d'éducation, l'environnement socio-économique, la richesse des interactions avec les pairs, les amis et la famille pour un enfant qui présente, un adolescent même qui présente un très faible niveau de langage oral, alors que tout son environnement est relativement riche, a plus de chances d'être diagnostiqué comme ayant un trouble du langage oral, ce qu'on appelait avant dysphasie, qu'un individu qui a un milieu socio-économique et familial qui est plus diversifié, avec plusieurs langues parlées à la maison et moins de stabilité et d'homogénéité, qui aura plus tendance à être considéré comme un individu illettré. Mais c'est une question qui est complexe, effectivement. Alors, prochaine question d'Élodie Mansois. Voyez-vous un intérêt de faire des séances d'orthopédagogie en parallèle pour les personnes en situation d'illettrisme en cours d'apprentissage? Et peut-être que si quelqu'un peut nous définir ce que c'est que l'orthopédagogie, je ne sais pas si...
Alors, j'aurais tendance à dire que l'orthopédagogie, c'est une pratique associée à l'orthophonie qui va axer un petit peu plus sur tout ce qui est métacognition et apprentissage scolaire, aide aux devoirs, etc., etc. Euh, oui, si et seulement si les orthophonistes et ou orthopédagogues, je ne suis pas sûr que le métier d'orthopédagogue soit reconnu, mais je peux me tromper. Euh, euh, si et seulement si ces professionnels sont formés à l'apprentissage de ces compétences et non pas que à la maîtrise de ces compétences, mais également aux connexions que peut avoir les connaissances, les compétences de lecture avec l'ensemble de la cognition. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que en France, c'est plus un suivi et une aide avec un neuropsychologue qui a davantage cette vision de la cognition générale et des connexions de la cognition qui serait efficace en association avec une orthophonie pour aider certaines difficultés liées vraiment au langage. Dans d'autres pays, l'orthophonie a une formation qui est vraiment différente, beaucoup plus axée sur les neurosciences et la recherche et la cognition. Et dans ce contexte-là, l'orthophoniste, qu'on appelle le logopède ou speech therapist en anglais, sont, 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 sont bien formés pour pouvoir répondre à ces questions-là. Parfait, merci. Une autre question de Pascal Lafont qui demande si l'orthophonie, si les séances d'orthophonie sont toujours une intervention possible pour les adultes dyslexiques ou est-ce que c'est trop tard? Non, non, c'est toujours possible. Il y a des résultats qui commencent à montrer des effets bénéfiques, mais encore une fois, lorsque les interventions ont une signature un petit peu plus cognitive que uniquement langagière. Euh, J'étais la semaine dernière au congrès national de la Fédération nationale des orthophonistes où on a présenté des travaux qui montrent une efficacité, voire même certaines études de ma collègue Karine Esquinazi qui a presque une vertu, des résultats presque curatifs qui montrent une normalisation des scores en lecture pour une rééducation vraiment ciblée. Mais c'est des rééducations, ok, faites par des orthophonistes, mais développées par des chercheurs qui ont une vision neuropsy, neuroscientifique du développement de ces compétences, avec des interventions qu'on va appeler multimodales, entraîner à la fois la phonologie, mais aussi le système audio-perceptif et également le système visuo-attentionnel de manière très, très, très contrôlée. Si on fait uniquement un apprentissage des phonèmes, un apprentissage de la conscience phono et du décodage, bien entendu, ça ne marchera pas et les résultats ont montré depuis des années que ça ne marche pas. Ça permet de stabiliser les représentations phonologiques, mais ça ne permet pas à l'individu de développer des stratégies de compensation face à ces difficultés. C'est pour ça que le rôle aussi de l'orthoptiste neurovisuel peut être intéressant à conjuguer avec des rééducations d'orthophonie. Oui, en fonction du profil de l'individu, s'il a des difficultés visio-attentionnelles ou visio-perceptives, effectivement, une rééducation orthoptiste peut être complémentaire à une rééducation plus cognitive. Merci. Alors, une question d'Isabelle Boutran, qui demande si c'est possible d'avoir le nom du site canadien. Je vais chercher ça tout de suite, Nicole, si tu as un truc à dire en attendant. Alors, si tu veux savoir la prochaine Alors, question. c'est ABC, Alors, je vais ABC, essayer. ABC Alpha pour la vie Canada. Je vous mets un. Bon, c'est ce que j'ai trouvé. Après, il doit certainement y avoir d'autres choses, hein. Mais je le mets dans la discussion, le site. Super, merci. Sinon, prochaine question, y a-t-il plusieurs niveaux de dyslexique? Oui. Nicole, je te laisse répondre. À l'heure actuelle, oui. Au départ, on pensait qu'il y en avait peu, mais il y a une chercheuse, dont je me rappelle plus le nom. Faut aller voir. On a un petit bouquin sur le site atoudis.org qui s'appelle Les troubles 10, des atouts dans une société inclusive. Vous allez sur la dyslexie, vous allez retrouver le nom de cette chercheuse qui m'a complètement échappé à l'instant, mais elle détermine qu'il y a environ 23 sortes de dyslexie différentes. Donc, et ça, c'est les avancées scientifiques qui ont prouvé que la dyslexie était beaucoup plus complexe que ce qu'on voulait bien dire au départ. Et
professeur Stanislas Dehaene l'a invité en France et son discours a été enregistré. Donc, vous pouvez aller voir, il y a le lien sur le petit livret pour assister à son discours qui a été fait au Collège de France. En fait, globalement, historiquement, il y avait deux formes de dyslexie qu'on appelait dyslexie phonologique et de surface, qui était une forme de diagnostic mappée un petit peu sur les dyslexies qu'on va appeler acquises, donc les aphasies finalement, les troubles acquis du langage. C'est la base un petit peu de la neuropsy. Depuis longtemps, on sait que ces deux types de dyslexie ne sont pas du tout vraiment dissociés, parce qu'une dyslexie développementale, on est dyslexique dès la naissance. Donc en fait, les procédures orthographiques et phonologiques vont se développer et ne sont pas lésées comme dans le cas d'une aphasie. Après, on est de plus en plus sur un modèle multifactoriel de la dyslexie avec, on a tendance à étudier maintenant des sortes de profils. Donc, il y a des individus qui présentent des difficultés visuo-attentionnelles. Ça ne veut pas dire pour autant que la cause est visuo-attentionnelle, au même titre que des individus qui vont présenter des difficultés plus phonologiques. Ça ne veut pas dire pour autant que la cause est uniquement phonologique. Elle peut également être perceptive, etc. Donc oui, il y a plusieurs types de profils dyslexie, mais j'ai envie de dire, au même titre qu'il y a plusieurs types de profils de lecteurs tout court. On a tous un bagage cognitif et des compétences cognitives qui sont différentes. Et c'est plus en termes de profil, d'efficacité de traitement et de difficulté dans un traitement qu'il faut réfléchir plutôt qu'en termes de catégories de différents dyslexies. Euh, Chaque Oui, ça, individu dyslexique va répondre différemment à une intervention et c'est dû notamment à ses compétences exécutives, de mémoire, langage oral, attentionnel, perceptif, etc. ce qui est intéressant, c'est que ça permet de personnaliser la rééducation en fonction du profil cognitif de la personne et de l'aider à mieux compenser, Alors oui, c'est ça en quelque sorte. il y a il y a les travaux de Johannes Ziegler, qui était mon directeur de thèse, qui a montré en fait qui a fait de la modélisation mathématique en quelque sorte sur des modèles de développement de la lecture et des modèles de la dyslexie. Et avec ces modèles informatiques, on peut en fait prédire la réponse à l'intervention d'un profil, d'un type de profil, selon qu'il a des performances plus faibles en vocabulaire ou plus fortes en orthographe ou plus faibles en phonologie, etc. Donc oui, l'idée, c'est qu'on va pouvoir adapter en fonction des besoins et de la réponse aux adaptations d'un enfant. Certains dyslexiques n'ont pas forcément besoin d'aide à l'orthographe parce qu'ils ont plus ou moins compensé là-dessus. D'autres vont compenser sur un système sémantique qui est de très haut niveau. D'autres vont compenser avec des images mentales. Enfin, il y a tout type de profils. Et donc, tout type de réponse à l'intervention et de rééducation, plutôt d'adaptation possible à chaque individu. Donc, on développe avec une entreprise qui s'appelle Glaster et qui fait un petit peu parler d'elle en ce moment avec plein de prix de développement de la recherche, etc. Euh, euh, on va développer un lien avec Alice Gomez et cette entreprise. Un système informatisé développé par intelligence artificielle d'aide aux devoirs pour adapter à chaque enfant qui va présenter donc des adaptations visuelles, en l'occurrence, mais pas que, sur un système informatisé avec IA pour chaque enfant. Donc oui, effectivement, il y a des adaptations pour chacun. D'accord, merci. Une question de Marois Rezouk qui demande s'il y a une période critique au-delà de laquelle une personne ne peut plus apprendre à lire, notamment du fait de la Alors, plasticité cérébrale. Alors, on parlait avant de période critique, on parle maintenant de période sensible parce que le mot critique est un petit peu dur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu l'image que l'on a. Les neurosciences et les travaux montrent que lorsqu'on est nouveau-né, on a un système perceptif qui est capable d'apprendre n'importe quelle langue parce qu'on a tous les réseaux neuronaux qui sont disponibles pour apprendre toutes les langues et être sensible à tous les sons de toutes les langues possibles. Bien qu'il y a déjà une spécialisation in utero qui se fait avec la langue maternelle. Plus on avance dans l'âge, et notamment entre 2 et 4 ans, et plus ce système capable de traiter tous les sons, de percevoir tous les sons du langage oral, de toutes les langues différentes, va. Alors,
c'est pas qu'il va être moins efficace, c'est qu'en fait, il va se spécialiser dans le traitement perceptif de la langue dans laquelle on baigne, donc de notre langue maternelle. Donc, si on est dans un environnement dans lequel il y a un bilinguisme très important, italien-français, à la maison et autres, on va développer les deux langues. Si on a un trilinguisme, on va développer les trois langues. Si on est dans un système où on parle chinois et anglais, deux systèmes qui sont radicalement opposés, le bébé, l'enfant va être capable de traiter de manière experte les deux sons. Mais plus on avance en âge, et donc au-delà de 4 ans, 7 ans, 8 ans, il y a des études qui montrent qu'au-delà de 10 ans, bien qu'on peut devenir expert dans une langue, on n'atteindra jamais le niveau d'expertise d'un natif de cette langue donnée. Et effectivement, la plasticité cérébrale est présente tout au long de la vie, mais bien évidemment, elle diminue parce qu'il y a de moins en moins de neurones présents. Et donc, avec l'âge, il est plus difficile d'apprendre une langue, d'autant plus si la langue présente un système de son phonologique qui s'éloigne de notre langue maternelle. À 40 ans, ça va être un petit peu plus compliqué d'apprendre le chinois qu'à 10 ans. Mais à 40 ans, en étant français, je peux très bien apprendre l'italien sans aucun problème, parce que le système phonologique le permet. Merci. Alors, pardon, je perds le fil. Que pensez-vous des collections spéciales 10 de livres que l'on trouve en bibliothèque? Est-ce utile pour accompagner un enfant ou un adulte? J'aurais tendance à répondre pour juger de l'efficacité d'un outil, qui soit un livre ou un logiciel d'entraînement ou autre. Il faut vérifier s'il a été validé par la recherche et développé par des chercheurs. Tout le monde peut avoir des super idées, mais la seule méthode qui montre son efficacité, c'est la méthode scientifique, et donc il faut avoir validé ça. Alors oui, les ouvrages sur la dyslexie peuvent aider, comme ils peuvent véhiculer des informations fausses et ce qu'on peut appeler un petit peu des neuromythes, et donc finalement ne pas aider. Donc, Ce qui peut être il intéressant y a, il y aussi, a c'est tout. oui. Vas-y, Ce que vas-y. je pourrais ajouter, c'est le plaisir aussi que l'enfant va éprouver Voilà, à lire. C'est surtout ça, parce que quel que soit exactement. l'ouvrage, s'il trouve une police où il se dit, c'est peut-être pas prouvé scientifiquement, mais si lui a du plaisir à lire et que ça puisse l'encourager à lire un petit peu plus, je pense qu'il faut aussi en Oui, tenir totalement. compte parce que ça peut l'aider. Totalement. Et quand on dit ça, je pense notamment aux bandes dessinées. En fait, les bandes dessinées, et on a conduit quelques études avec Pascal Collet, et Pascal Collet en fait dirige des thèses là-dessus, montre que la bande dessinée est le système par excellence pour aider les dyslexiques à lire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont utiliser l'information véhiculée par l'image pour aider à la lecture, ça va amorcer en quelque sorte et permettre de prédire la lecture des mots. Donc c'est une aide, le visuel et l'image, le contexte sémantique, les inférences, etc., constituent une aide à la lecture. Bien entendu, si on apprend à lire toute notre vie que sur bande dessinée, on va avoir un retard, parce qu'en fait, il faut quand même se confronter au matériel écrit pour être capable de développer des stratégies de compensation effectives permettant de lire, qu'on soit dyslexique ou pas. Mais l'association de l'un et de l'autre, en plus d'apporter un stimulus qui va valoriser l'estime de soi, qui va être agréable, qui va produire du plaisir, qui, qui va permettre à l'individu de se rendre compte qu'il est capable en fait de lire et de prendre du plaisir en lisant, sont des facteurs qui permettent d'améliorer l'environnement de lecteur, et donc le ressenti psycho-émotionnel des individus. Bien entendu, le cognitif est important, mais le psycho-émotionnel l'est encore plus, et il commence à y avoir de plus en plus d'études qui le montrent. Parfait. Ben, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Et donc, je vais remercier nos deux intervenants du jour pour la qualité de leur intervention et la clarté de leur exposé. J'avais une petite annonce à faire passer concernant un événement. Alors, attendez, je vais vous partager. Non. Un événement qui a lieu le 15 décembre prochain
organisé par Nicole. On part à tout 10. Oui, alors à tout 10, Nicole. Et la FF10. Voilà. C'est un film qui a été réalisé par Vincent Duménil, qui est un réalisateur qui est dyslexique en plus. Donc, il est intéressant, c'est le témoignage. Il a voulu, à travers ce film, donner la parole aux personnes, parce qu'il y a énormément de personnes qui parlent pour les dyslexiques, mais il a aussi voulu faire comprendre, à travers ce que vivent ces enfants, ces ados et ces jeunes adultes, ce qu'ils vivent quotidiennement avec ce trouble. Et en introduction, on aura Monsieur Tienpo, qui est le nouveau délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, et qui va parler donc de l'approche spécifique pour les 10 à travers cette nouvelle stratégie. Et Glaster, dont tu parlais tout à l'heure, et dit, bah, sera aussi présent pour, parce qu'il recherche une petite patientèle, justement, vous recherchez de la patientèle pour valider. Donc, ils seront Ouais. aussi présents à cette soirée. Ils distribueront des flyers si les gens veulent participer. Alors, pour avoir plus d'infos, bah, il suffit de scanner le QR code qui est sur l'affiche ou d'aller sur le site atoudis.org parce que l'entrée est gratuite, mais il faut s'inscrire en raison du nombre de places et de la sécurité qui est limitée. Nous, on ne peut que vous encourager à venir parce que cette nouvelle stratégie pour les troubles du neurodéveloppement 2023-2027 est très très importante parce que avant les 10 étaient un petit peu assis sur un strapontin et là il y aura vraiment une place qui va permettre à tout à chacun de suivre, enfin de voir son avenir beaucoup plus pris en considération en fonction du trouble spécifique. Alors, je réponds tout de suite, non, ça va pas être enregistré, on ne peut pas. Il y aura des portions qui vont être enregistrées, mais on ne pourra pas la suivre en direct. Les problèmes techniques sont trop importants pour qu'on puisse faire ça. Voilà. Mais si vous J'en avez des profite. personnes sur Lyon, encouragez-les à venir. J'en profite pour féliciter et valoriser tout le travail de l'association A210 parce qu'en fait, qui ont travaillé depuis le début avec Nicole, parce qu'en fait, un des facteurs les plus importants dans le bien-être et dans ce qu'on pourrait appeler la compensation de ces difficultés en lecture, c'est une bonne connaissance, c'est l'information. Et c'est une bonne connaissance du trouble. Et c'est en véhiculant cette bonne information, et ce que fait Atoudis, que l'on pourra réduire les neuromythes et les stéréotypes un petit peu liés à ces difficultés d'apprentissage et donc aider au mieux les enfants qui en présentent pour qu'ils se sentent inclus, pas forcément différents, et qu'on puisse développer, qu'ils soient dans des situations d'apprentissage les plus favorables à leur développement. Oui, puis je voudrais insister, là je renvoie la balle à Heidi, parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment important dans les troubles 10, c'est la perte d'estime de soi. Et quand on aide ces enfants et adolescents et même des adultes 10, parce que moi j'ai rencontré des adultes 10 qui ont le syndrome de l'imposteur. Alors bien sûr, c'est pas un syndrome qui est reconnu scientifiquement, le syndrome de l'imposteur, mais ils ont toujours l'impression de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils font, même quand ils ont une bonne réussite sociale. Et cette estime de soi, eh bien, c'est un point capital pour pouvoir avancer dans la vie. Et je suis contente que les recherches à l'heure actuelle prennent de plus en plus en considération cet aspect, parce que c'est vraiment par la connaissance de ces troubles spécifiques qu'on pourra aider les personnes à avoir une meilleure estime d'elles. Oui, Donc, je suis et pour contente parler des progrès là-dessus. je finalise avec l'estime de soi. Aujourd'hui, il n'existe pas de mesure fidèle de l'estime de soi et valide de l'estime de soi. Et avec mes collègues, notamment Gilles Leloup, qui est orthophoniste et chercheur également, on a développé un questionnaire d'estime de soi que l'on va notamment informatiser avec l'entreprise Glaster pour pouvoir le diffuser et le rendre disponible à n'importe qui voudra évaluer le niveau d'estime de soi d'un individu dans son milieu professionnel, dans son milieu social et familial, etc. Donc, ça arrive bientôt. Eh bien, écoutez, on va finir peut-être sur cette note. Euh, Passionnante, enfin voilà, c'est toutes ces innovations qui arrivent là avec Glaster. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un qui demandait le nom de l'entreprise, c'est Glaster, G-L-2-A-S-T-E-R. Ouais. Et, euh, et voilà, bah, écoutez,
Je vous remercie encore une dernière fois. Et puis, pour notre prochain webinaire, alors on n'a pas encore la programmation, mais on se retrouvera début 2024. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et à notre newsletter pour suivre notre actualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.